Une fois de plus, je vous dis grand merci d'avoir pris rendez-vous avec Grand Débat, magazine d'analyse, de débat et aussi d'émissions, beaucoup de réflexions par rapport à la situation que traverse notre pays dans différents secteurs. Et je me dis, chaque mardi et jeudi, je prends rendez-vous avec vous dans le contexte du direct Grand Débat. Et le lundi et mercredi, c'est avec mon confrère Joseph qui est là pour vous entretenir aussi, toujours dans la même tranche de Grand Débat. Mais pour aujourd'hui, rassurez-vous, l'actualité reste toujours dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République. Et vous êtes sans oublier que les Congolais sont déterminés plus que jamais. On a eu le temps d'être agressés par le Rwanda et les autres nations de l'Est, mais cette fois-ci, nous sentons un engouement, nous sentons une certaine détermination dans les chefs de la population. En tout cas, je me dis, est-ce que le Rwanda saura tenir les coups? Est-ce que nous sommes dans les bons? Toutes ces questions, ce sont des éléments autour desquels nous allons devoir échanger avec mon invité qui est sur place. Aujourd'hui, je fais un plateau spécial avec un seul invité avec qui nous allons devoir échanger profondément, faire des analyses concrètes et objectives qui doivent profiter à tous les Congolais et pourquoi pas à tous ceux qui sont dans les différents milieux de la RDC en train de nous suivre, sans oublier ceux qui sont en France, en Belgique, bref en Occident, et ceux qui sont aussi en Afrique et dans l'arrière-pays. Donc nous sommes là pour parler des questions essentielles liées à ces analyses qui sont inhérentes à la vie que nous traversons pour l'instant. Et mon invité, c'est juste la personne de M. Évariste Bouema. Il est le président national du regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. C'est un mouvement qui a vu le jour depuis 2018. C'est un mouvement qui a déjà de l'âge par rapport à ce que nous traversons en République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Évariste. Bonsoir, mon cher ami Charles. Ça a été toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau et je salue les téléspectateurs de PS TV et puis c'est de l'émission Direct Grand Débat. Et j'ai toujours, ces derniers temps, commencé l'émission en apportant un message de soutien à nos frères de l'Est et particulièrement à nos militaires qui sont au front. Nous attendons qu'il y ait encore plus de résultats venant de nos forces armées. Donc, recevez le soutien du président national de Regelco et aux militaires et à nos populations de l'Est. Voilà, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais avoir une précision de votre part. Vous êtes le président du Regelco, regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. Pourquoi cette dénomination? Ça vous vient d'où? Qu'est-ce qui vous a motivé à avoir cette dénomination pour votre structure? Oui, nous avons eu l'idée par rapport à la dénomination, par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Nous avons constaté que la jeunesse avait un sérieux problème de conscience, et surtout concernant les élections. Parce que nous avons toujours condamné les pratiques, les mauvaises pratiques que nous considérons comme des antivaleurs de l'achat de conscience au moment des élections, donc pendant la campagne électorale. Et c'est comme ça, c'est notre travail. Nous avons fait ce travail-là en 2018, pendant la campagne électorale, parce que nous avons été créés à la veille des élections de 2018. Et on s'était fixé un objectif de conscientiser les jeunes. Donc voilà pourquoi Regelco, regroupement de jeunes électeurs congolais conscients, parce que l'objectif était de conscientiser les jeunes par rapport au processus électoral. Principalement de ne pas tomber dans les antivaleurs de nos politiciens, parce que nous savons, nous nous sommes démarqués parce que nous ne voulons pas être comme la plupart de nos politiciens, de ne pas tomber dans le piège de l'achat de conscience, parce que nous savons que dans ce pays, au moment de la campagne électorale, les candidats députés viennent avec des cadeaux, avec de l'argent, des t-shirts, des biens pour acheter la conscience des électeurs. Et nous, on s'était fixé l'objectif de décourager
les jeunes, bon, c'était les jeunes, mais toute la population congolaise, de les décourager à ne pas céder à ces genres des antivaleurs. À ne pas adhérer à ces pratiques-là. Oui, oui, à ne pas adhérer à ça. Donc, c'était vraiment le principal objectif de Regelco. Et nous continuons avec ça. Voilà. Cela étant dit, nous revenons avec vous sur la thématique, surtout sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Je me dis, aujourd'hui, les Congolais ont des oreilles tendues pour suivre l'évolution de ce qui se passe dans la partie est de la République. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a eu la semaine écoulée la chute de Kibumba qui était tombée entre les mains de rebelles M23. Et Dieu a fait grâce à la bravoure de nos forces armées, ils ont pu récupérer ce qui a été perdu. Et pas plus tard que le début de cette semaine, Bunagana a été tombé et les FRDC ont encore poussé plus loin le bouchon pour récupérer la situation. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de cette guerre à l'Est? Oui, déjà, je salue la prouesse, la bravoure de nos militaires, nos FRDC, parce que nous attendons assez que les FRDC puissent faire quelque chose. Parce que malheureusement, la population, ce n'est pas seulement nous, la classe politique, mais la population a constaté que le gouvernement était un peu... ne réagissait pas vraiment. Il y avait une léthargie. Une léthargie, voilà. Et c'est comme ça, nous tous, notre regard était fixé vers nos militaires. C'est comme ça même, lorsque nous avons vu le militaire aller vers l'aéroport d'Ndjili, nous avons assisté à une scène où la population donnait des présents, des cadeaux, de l'argent, de l'eau aux militaires qui allaient au front. Parce que la population avait compris que le gouvernement n'était pas prêt à réagir face au Rwanda. Et voilà pourquoi je félicite nos militaires par rapport à ce qui s'est passé. La reprise que nous attendons, oui, de Bunagana, que nous attendons la communication officielle du gouvernement ou du porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu. Nous attendons, mais selon les informations, nos militaires ont déjà des avancées, ont fait des avancées, ils ont presque déjà récupéré Bunagana. Donc nous félicitons nos militaires par rapport à ça. Mais la population demandait plus que ça au gouvernement, parce que nous avons tous suivi, mais je veux parler de ça du Conseil supérieur de la défense, mais depuis lors, parce que nous avons assisté il y a quelques jours, et ça continue d'ailleurs aux manifestations de la population. Leur réclamation était claire et simple. La rupture diplomatique avec le Rwanda, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais et demander, rompre avec... annuler le contrat signé avec le Rwanda, parce que nous savons qu'il y a eu des contrats, et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un député national a fait écho de ça au niveau Jean-Claude Kibala. Jean-Claude Kibala, vous l'avez bien cité, oui. Toujours dans l'intention de ramener la paix dans le pays. Tout ça a été fait pour la paix entre la RDC et le Rwanda. Voilà pourquoi la population, après avoir demandé qu'on puisse rompre nos relations diplomatiques avec le Rwanda et expulser l'ambassadeur, ont demandé qu'on puisse annuler simplement, pur et simple, le contrat qui nous lie dans cette zone-là. Le contrat qui nous lie avec le Rwanda. Monsieur Évariste, pensez-vous que le gouvernement devra céder à la pression populaire ou bien encore au mouvement de la masse? Parce que je me dis, rompre directement
la coopération, est-ce qu'il n'y a pas de retombées qui peuvent être à notre désavantage? Oui, c'est vrai, la République du Rwanda nous fait la guerre, mais il y a aussi certaines coopérations économiques ou encore qui peuvent encore entretenir les deux peuples. Est-ce que vous êtes d'avis que cette pression populaire ou encore cette détermination de la population qui demande au gouvernement de rompre automatiquement avec tout, déclencher ou encore arrêter avec le Rwanda, est-ce que c'est réfléchi ou bien encore nous craignons qu'il peut y avoir des répercussions plus tard? Pour vous le dire, on a fermé l'entreprise rwandaise, on a suspendu ses activités en RD Congo. Oui. Mais ce sont nos compatriotes qui travaillaient, qui aujourd'hui souffrent, qui n'ont plus d'emploi. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que cette réclamation de la population de rompre automatiquement avec le Rwanda, est-ce que c'est une solution sanitaire? Bon, je rappelle ici qu'à l'époque du président Kabila, je ne pense pas qu'on avait des relations diplomatiques avec le Rwanda. Pendant les 18 ans du président Kabila, je ne pense pas. Donc si aujourd'hui, la République démocratique du Congo met fin à ses relations diplomatiques avec le Rwanda, je ne pense pas que ça va impacter la vie de nos Congolais. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas du tout, parce que déjà dans le passé, on n'avait pas de relations diplomatiques, ça n'a pas vraiment impacté nos vies. Et si aujourd'hui le gouvernement arrive à le faire, je pense que ça ne va rien changer dans la situation de notre pays. Et la population n'est plus dupe, hein. La population a compris déjà beaucoup de choses. Et je pense que le gouvernement est là pour être au service de la population. S'il faut faire quelque chose, il faut que cela soit dans l'intérêt de la population. Si la population demande assez que le gouvernement puisse faire quelque chose, mais c'est la moindre des choses que le gouvernement peut faire. Le gouvernement doit normalement suivre ce que son peuple est en train de dire. Et je pense que si le gouvernement ne le fait pas, ça va créer de frustration au sein de la population. Et nous demandons à ce que le gouvernement puisse aller dans ce sens-là, par rapport à ce que la population est en train de réclamer. Et si on doit aujourd'hui mettre sur une balance la pression de la population et la pression du gouvernement qui nous dirige face à cette agression nous imposée par le Rwanda, estimez-vous que les deux pressions vont sur la même longueur d'onde, ou encore les deux pressions sont vraiment vont de pair, ou bien encore il y a une certaine disparité entre la pression de la population et ce que fait le gouvernement? Oui, bon, je peux le prendre dans le sens des attentes. La population a ses attentes, mais qui ne convergent pas avec celles du gouvernement. Le gouvernement joue à la calmie, mais la population veut en découdre avec le Rwanda. Parce que le pouvoir de Kigali, à la bouche de son président, a bien dit qu'ils sont prêts à faire la guerre. Et la guerre, pas au Rwanda, parce qu'ils n'ont pas d'espace. Et ils vont aller chercher les FDLR là où ils se trouvent. Et nous savons que le Rwanda prétexte qu'il y a des FDLR au Congo. Donc, il a dit clairement qu'il viendra chercher il viendra chercher les FDLR au Congo. Non, c'est une déclaration de guerre. Alors, pourquoi le gouvernement doit continuer à attendre et à jouer à l'apaisement? Pourquoi? C'est comme ça que nous sommes en train de se poser des questions. Est-ce que le gouvernement a peur de Kigali? Ce sont des questions que nous sommes en train de se poser. Parce qu'au moment que le Rwanda a déclaré ouvertement la guerre à la RDC, pourquoi nous ne pouvons pas réagir aussi fortement? Pourquoi pas? Est-ce que le gouvernement a peur? Ce sont des questionnements. Et nous avons vu l'Ouganda, le général, le fils du président ougandais, qui a fait plusieurs déclarations ces derniers jours, disant que voilà, ils sont en alliance avec le Rwanda, tout ça. Et nous avons de militaires ougandais sur notre sol. Au moment que d'autres sources parlent d'une complicité de l'Ouganda à la prise de Bunagana. Pourquoi est-ce que le gouvernement jusqu'aujourd'hui ne veut pas réagir par rapport à ça? Pourquoi? Or, nous voulons assez que le gouvernement puisse réagir, parce que la population a
énormément d'attentes par rapport à cette situation, mais venant du gouvernement, au moins, nous sommes rassurés par nos militaires au front. C'est eux au moins qui nous donnent un peu satisfaction parce que du côté du gouvernement, nous attendons. Mais Monsieur Evariste, vous en tant que population, en tant que membre de la société civile, en tant que président d'une organisation, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? Nous attendons, nous sommes là, la société civile, nous sommes avec la population congolaise. Et nous ne pouvons que défendre ce que la population est en train de réclamer. La population est en train de réclamer la rupture diplomatique. Si, avec le Rwanda, que le gouvernement se prononce sur le sujet, que le gouvernement donne au moins un avis, mais le gouvernement est silencieux sur cette question-là. On devait au moins avoir l'avis du gouvernement par rapport à ce que la population est en train de réclamer. Mais qu'est-ce que vous voulez voir concrètement? Vous voulez voir le président aller à Bunagana, le président aller à Kibumba ou comment? Ou bien que le président s'habille en tenue militaire? Qu'est-ce que vous recherchez? Parce que le gouvernement est en train de réagir, il a envoyé un contingent militaire de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous attendez? Non, là c'est juste pour l'image, voir le président, comme nous voyons le président ukrainien en tenue militaire, tout ça là, c'est juste pour... c'est aussi une communication. Oui, c'est pour la communication, oui, mais nous voulons des choses concrètes sur terrain. Mais on a renforcé l'effectif militaire à l'Est. Oui, on a renforcé l'effectif. Et c'est comme ça que nous, la population, nous sommes satisfaits du travail que nos militaires sont en train d'abattre sur terrain. Et j'allais rappeler par rapport pourquoi c'est que nous attendons du gouvernement. Pourquoi l'ambassadeur rwandais continue à être sur le sol congolais et le nôtre, la moindre des choses, il fallait qu'on puisse au moins rappeler notre ambassadeur qui est au Rwanda, à Kigali, mais cela n'a pas été fait. Ça nous laisse vraiment, nous sommes un peu confus parce qu'on se disait que c'est une situation très grave parce qu'on parle de l'agression. Nous avons tous vu ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. C'est une agression. C'est une agression. Mais la protestation, même sur le plan international, pourquoi cela diffère de notre pays? Pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas manifester une forte contestation vis-à-vis du Rwanda suite à son comportement, par rapport à l'agression? Donc ce sont des questionnements que nous sommes en train de se poser. Mais officiellement, le gouvernement n'a pas mis fin à des relations diplomatiques avec le Rwanda. Pourquoi voulez-vous que l'ambassadeur puisse repartir? Non, mais c'est ce qui continue à nous choquer, nous, populations. On s'attendait à ce qu'il y ait au moins expulsion de l'ambassadeur rwandais. Mais pourquoi le gouvernement tarde à le faire? Pourquoi? Même si on pouvait garder de relations avec le Rwanda, mais l'ambassade pouvait rester, on pouvait laisser un chargé d'affaires assurer les affaires courantes, mais au moins l'ambassadeur soit expulsé. Ça allait être un signal fort et ça allait au moins rassurer la population et apaiser les esprits. Est-ce que vous êtes en train de mesurer si on appliquait ce que vous attendez là, qu'on expulse l'ambassadeur rwandais? Est-ce que vous mesurez la tension qui peut régner à Kigali avec les Congolais qui vivent au Rwanda? Non, mais le Rwanda n'a pas commencé à nous agresser aujourd'hui. C'est depuis longtemps que le Rwanda nous agresse. Cela ne veut pas dire qu'on va sacrifier la minorité des Congolais qui se trouvent au Rwanda. Il y a des Rwandais ici, il y a des Rwandais ici, il y a des Congolais ici. Nous vivons avec des Rwandais ici. Mais malgré que le Rwandais... D'ailleurs, j'allais dire quelque chose, c'est important. Nous, le Congolais, nous sommes très accueillants. Nous sommes vraiment... Hospitaliers. Hospitaliers, exactement. Nous sommes très hospitaliers, nous, Congolais. Et malgré tout ce que le Rwanda a fait dans ce pays, nous vivons avec des Rwandais. Nous vivons avec eux ici. Donc je ne pense pas que ça poserait un problème si aujourd'hui on a expulsé l'ambassadeur et que le Rwandais qui vivent en RDC allait avoir de problèmes. Je ne pense pas. Il faut vraiment mettre ça de côté. Nous devons... le gouvernement doit faire quelque chose pour rassurer la population parce que la population se sent un peu abandonnée.
heureusement, j'insiste par rapport au FRDC, qui nous, au moins, apporte satisfaction. Mais au moment où nous voyons, pendant tous ces temps, la population était dans la rue, en train de manifester, parce qu'ils se sentaient abandonnés par leur gouvernement. Le gouvernement ne faisait rien. Et la population était dans la rue, se disant que non, non, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge. Et c'est comme ça que vous avez vu nos populations à Goma tenter d'entrer au Rwanda et en découdre avec le pouvoir rwandais. Mais oui, parce que la population se dit que mais non, nous sommes abandonnés. Le gouvernement ne dit rien, le gouvernement ne rassure pas. Donc pour vous, vous aviez souhaité que le président Félix-Antoine Tshisekedi puisse s'exprimer comme ça a été le cas avec Laurent Désiré Kabila, qui avait demandé à la population de se prendre en charge et de barrer la route à tout Rwandais. Mais oui, mais Mosé Kabila l'a fait. Nous avons vu comment est-ce que les jeunes se sont mobilisés pour s'engager dans l'armée. Mosé était tout le temps en train de motiver la population, en train de rassurer, de motiver en même temps. Mais le président Tshisekedi, c'est le commandant suprême. C'est le père de la nation. Le père de la nation, vous l'avez dit. Il doit rassurer la population. Pourquoi est-ce que nous avons vu, parce que c'est un conflit, c'est une guerre d'agression. Je ne sais pas si on réalise un peu le niveau, la portée de la situation. C'est une agression, nous sommes agressés, occupés par des forces étrangères. C'est très grave, c'est très grave. Et beaucoup de gens attendaient à ce que le chef de l'État puisse au moins réagir, rassurer. Parce que nous avons vu lorsqu'il y avait le conflit entre le FCC et Cash, mais le chef de l'État, il a réagi. Il avait réagi. À l'interne. À l'interne, mais entre Congolais d'ailleurs. Et le chef de l'État était virulent, il était vraiment non, mais ces gens-là, tout ça. Et il a fait Monsieur Evariste, qu'est-ce que vous voulez insinuer quand vous revenez à cette situation-là de la rupture du mariage entre FCC Cash et le président réagit, et maintenant entre Rwanda et RDC, le président n'a pas encore réagi avec des paroles menaçantes. Ça nous étonne. Pourquoi vous voulez ça nous étonne. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je le rappelle simplement parce que nous tous, nous avons vu comment est-ce que le chef de l'État était vraiment remonté par rapport à la crise avec le FCC. Et le chef de l'État avait fait un discours et une semaine après, il a fait un autre discours pendant presque... Les déclarations étaient multipliées. Oui, pendant 2 semaines, le chef de l'État a fait plusieurs déclarations contre le FCC. Mais le FCC, ce sont 2 Congolais. Mais maintenant, une situation très grave avec le Rwanda. Mais le chef de l'État, nous attendons que le chef de l'État puisse au moins parler pour rassurer. Mais cela n'arrive pas. Mais il y a les porte-parole du gouvernement qui parlent quand même. Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque, on n'avait pas confié au ministre Makelele à l'époque de parler? Mais le chef de l'État lui-même avait pris la peine de parler pour expliquer la situation qui s'est passée avec le FCC. Mais pourquoi aujourd'hui parler du ministre de la communication, le porte-parole? Mais un problème qui concerne le pays, avec un autre pays, le Rwanda qui nous agresse. Le chef de l'État devait normalement réagir. Et nous attendons, parce que nous savons qu'il est le commandant suprême, c'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Il doit réagir, il doit rassurer la population, c'est important. C'est important. Voilà, il va rassurer la population. C'est un Congolais épris de l'amour de ce pays. C'est un patriote sûrement avec toutes ces demandes de la population sur sa réaction fracassante. Peut-être il va le faire. Je reviens dans un autre volet. Il y a le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le président kenyan, qui a déclaré qu'il aurait fallu qu'il y ait des militarisations de la région, de la partie Est, la région de l'Est, là, comme ça, que cette région soit démilitarisée. Est-ce que vous adhérez à cette vision? Parce que le gouvernement en a fait mention. Non, mais c'est très grave. Ce sont des déclarations graves. Et d'ailleurs, s'il faut le rappeler que nous avons la MONUSCO ici dans ce pays, ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est dans ce pays, mais il n'y a jamais eu la paix dans ce pays. Les conflits, la guerre continue. Une force multinationale pour la communauté des États de l'Afrique de l'Est n'est pas la bienvenue selon vous? Non, mais ça en est des trop.
nous avons la force spéciale de l'Afrique australe qui est ici, dans le pays. Nous avons les Kenyans qui sont ici, dans le pays. Les Ougandais. Il y a maintenant les Ougandais. Mais il n'y a pas longtemps, on avait vu quelques militaires américains d'ailleurs qui ont disparu. Nous avons vu de militaires américains venir ici disant qu'ils allaient ramener la paix à l'Est, qu'on ne voit plus. Mais il y a tellement de force dans ce pays, mais au juste. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas aller... Dans l'Est, il y a plusieurs forces étrangères en son sein. C'est impensable, c'est inconcevable. Nous sommes quand même un État souverain. Nous ne pouvons pas quand même laisser à chaque fois des troupes viennent dans ce pays et après, la guerre continue. Il y a toujours des groupes armés à l'est du pays. Nous ne pouvons plus continuer à accepter ça. Moi, je m'inscris en faux. Et d'ailleurs, dire qu'il faut démilitariser la partie Est. Mais là aussi, c'est très grave. Et je rappelle que nous sommes souverains. Nous sommes un pays indépendant. Nous ne pouvons pas démilitariser notre pays, l'Est du pays, en faveur de troupes étrangères. Là, c'est hypothéquer, là, c'est vendre. Est-ce que c'est une crainte parce que le Rwanda a trahi, est-ce que c'est une crainte parce que l'Ouganda est en train de trahir et vous n'avez plus confiance aux autres États ou comment? Non, est-ce que dans les relations internationales, on peut encore faire confiance? Dans les relations internationales, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et on ne fait pas confiance. Et d'ailleurs, le Rwanda, l'Ouganda, qui font partie de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, ce sont des pays qu'on ne peut pas vraiment facilement faire confiance. Et si cela vient du président kényan, mais ça laisse planer un doute, parce que nous savons que ce sont des pays qui sont proches, très proches d'ailleurs, et ça ne nous inspire pas vraiment confiance. Et moi, je me dis que cette histoire-là doit s'arrêter, d'amener à chaque fois des forces multinationales, des forces étrangères à l'Est, toujours à l'Est du pays, parce que nous savons l'objectif, c'est nos minéraux. Tout ce pays-là veut contrôler les minéraux de l'Est. Et c'est ça l'objectif. Et lorsque aujourd'hui on propose qu'on puisse démilitariser, donc on puisse désarmer nos militaires, le déplacer de là et laisser maintenant une force internationale contrôler l'Est du pays. C'est comme si mais c'est la balkanisation déjà. C'est laisser libre cours à l'exploitation. Mais c'est ça la balkanisation du pays. Là, c'est ça la balkanisation. Donc nous n'allons plus contrôler l'Est du pays. L'Est du pays sera abandonné entre les mains des prédateurs. Parce que ces gens-là, nous savons que non, derrière tous ces pays, il y a des multinationales. Ces gens-là, c'est eux qui nous font la guerre. Mais de manière à travers le Rwanda et les autres pays. Donc ce sont eux les prédateurs. Leur objectif, c'est nos richesses, exploiter nos minéraux. Et aujourd'hui, démilitariser l'Est du pays pour laisser à ces forces-là qui ont fait des années, et nous savons, la MONUSCO, il n'y a pas longtemps qu'on a... renouvelé encore? Oui, on a renouvelé, non, mais il n'y a pas longtemps qu'on a eu attrapé des casques bleus en train d'exploiter des minéraux à l'Est. Donc, ce sont des gens que nous ne pouvons pas faire confiance. Et d'ailleurs, pour moi, la MONUSCO devait normalement quitter ce pays. Et si aujourd'hui le conflit continue à l'Est, nous avons des témoignages. Comment est-ce que le casque bleu sont en train d'armer des groupes armés là-bas, des casques bleus, pas l'ONU, mais il y a certains militaires de l'ONU, des casques bleus, qui sont en complicité avec les groupes armés. Mais oui, voilà, ils sont là
pas pour la paix. Je C'est pour rappelle, entretenir le conflit. Je rappelle à nos nombreux téléspectateurs que je reçois sur ce plateau de direct grand débat M. Évariste Bouema, qui est le président national du regroupement de jeunes électeurs congolais conscients. Alors, avec lui, nous sommes en train de changer sur des questions liées à la partie est de la République qui est en situation sécuritaire précaire. Et je sais que vous êtes très nombreux de partout en train de suivre notre émission et vous avez des avis à émettre. Sachez que nous avons toujours eu le temps d'être en contact avec vous par des moyens de réseaux sociaux. Vous nous envoyez des questions, vous nous envoyez vos suggestions et nous sommes toujours là pour étancher votre soif quant à des analyses objectives. Je reviens à vous encore une fois de plus. Est-ce que nos relations bilatérales avec le Rwanda, qu'est-ce que la RDC bénéficie du Rwanda? C'est une question qui m'a été posée par un Congolais qui vit en Afrique de l'Ouest. Il dit: qu'est-ce que le Congo bénéficie du Rwanda? Non, ce que nous pouvons bénéficier du Rwanda, simplement, c'est seulement la paix. Mais à part la paix, parce que nous, au Congo, nous avons tout. Tout ce que le monde cherche, donc tous les pays du monde, nous avons presque tout dans ce pays. Donc ce que nous pouvons bénéficier avec le Rwanda, c'est seulement la paix. La paix que le Rwanda ne vous offre pas. Malheureusement, la paix, le Rwanda ne veut pas nous offrir la paix, malheureusement. Et je pense que c'est la seule chose que nous pouvons tirer du Rwanda, seulement la paix. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre. Seulement la paix. Les députés nationaux, la représentation nationale a y tablé aussi sur cette question. Nous avons suivi le député national Jean-Claude Kibala qui a dit que le Congo devrait se retirer de tous les accords commerciaux qu'il a signé avec le Rwanda. Mais il y a une partie que j'ai beaucoup plus aimée, c'est ce que le député national Léon Malemba, mieux connu sous le nom de Papa Molière, il a dit quelque part, c'est les recrutements dans le rang de nos FRDC qui posent problème. On recrute des personnes sans pour autant avoir beaucoup plus focaliser l'intérêt qu'il y a dans ces gens. On recrute des jeunes gens à venir dans l'armée. Lorsqu'il y a guerre comme ça, lorsqu'il y a agression, on envoie ces jeunes gens à la guerre et voilà pourquoi nos localités sont en train de tomber entre les mains de rebelles ou encore de forces qui nous agressent. Mais le président de l'Assemblée nationale ne voulait pas entendre de cette oreille. Il a retiré la parole à l'honorable Léon Mbalemba. Est-ce que vous épousez cette thèse de Papa Molière? Bon, pour le moment, nous ne pouvons pas s'attaquer à notre armée. Je pense que c'est irresponsable à ces moments cruciaux de notre pays où nous sommes agressés par le Rwanda. C'est vraiment irresponsable de s'attaquer à l'armée. S'il y a des problèmes à l'armée actuellement, je pense que cela doit être réglé de manière un peu... ça doit être réfléchi et puis discrètement. Parce que nous savons, aux États-Unis par exemple, tout ce qui concerne l'armée, s'il y a par exemple un officier militaire qui commet des fautes, il y a une commission au Sénat et cela, ça se passe toujours à huis clos. Et je pense que nous devons aussi vraiment réfléchir, commencer à faire comme les autres pays du monde. Ce qui concerne l'armée doit vraiment être géré avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de sérieux, pas avec irresponsabilité ou avec de manière un peu théâtrale de gérer la question de l'armée. C'est créer du buzz. Oui, non, c'est pas important. Nous devons soutenir nos militaires, quel que soit le problème qu'il y a dans notre armée. Mais pour le moment, nous devons le soutenir. Tout discours allant dans le contraire du soutien, c'est décourager nos militaires. Et moi, je ne peux pas m'inscrire en ça. Et je pense que ce n'est pas une démarche que nous devons encourager. Ce n'est pas une démarche que nous devons encourager. Comme nous parlons de l'Assemblée nationale, vous avez suivi avec nous qu'il y a quelques députés qui ont été invalidés dans la Chambre basse du Parlement congolais. Notamment, on a parlé de l'honorable Papi Nyango, on a parlé de l'honorable Marie-Ange Mouchebekwa, on a parlé de l'honorable Adolphe Mouzito. Vous, en tant que Congolais, en tant que jeune, quelles sont vos premières impressions? Bon, je pense que, j'ai suivi les déclarations. Par exemple, j'ai suivi la déclaration de Madame Mouchebekwa
qui s'est d'ailleurs attaqué aux institutions de la République, disant que bon, c'est un coup politique parce qu'elle avait présenté ses moyens au bureau de l'Assemblée nationale, mais elle a quand même été invalidée. Bon, je pense que c'est un dossier qu'on devait gérer avec beaucoup de sérieux. Hein? C'est parce que il y a quand même, depuis un certain temps, de violations que nous remarquons dans la gestion actuelle, surtout au sein de l'Assemblée nationale, parce que je ne veux pas d'ailleurs revenir sur ce qui s'était passé avant l'installation du bureau de la CENI, le bureau Kadima. Il y a eu énormément d'irrégularités, il y a eu énormément de violations de textes, et que l'Assemblée nationale, les bureaux de l'Assemblée nationale avaient fait à l'époque un forcing, bon, disant qu'ils sont au pouvoir, ils ont le pouvoir, ils sont permis de tout faire. Mais ce n'est pas bien pour la République, parce que nous sommes une jeune démocratie. Pour sauvegarder cette démocratie, nous devons faire des choses de la meilleure, de la bonne manière. Hein. Donc il faut respecter les textes, respecter nos lois, hein, les lois de la République, respecter la Constitution. Mais je pense que nous sommes encore loin de ça, parce que ce que nous constatons aujourd'hui, si quelqu'un présente ses moyens, mais par après, on l'invalide, on sait qu'il y a un problème. Donc je pense que le bureau de l'Assemblée nationale doit se comporter en responsable. Parce qu'il y a certains dossiers, le pays est déjà mis en mal par le Rwandais et les Ougandais, tout ça. Nous devons en interne chercher comment gérer des dossiers sensibles, hein, parce que ce sont des dossiers très sensibles. Il faut les gérer avec beaucoup de responsabilité, faire en sorte qu'il y ait cohésion, parce qu'à ces moments nous devons être unis pour faire face aux étrangers, au Rwanda et à l'Ouganda. Nous devons être unis, et je pense que le bureau devait peut-être attendre, surseoir le dossier, et que cette vague de ces problèmes qui surgit à l'Est, hein, que ça s'apaise un peu, et puis après voir comment évoluer avec ces dossiers-là, mais le faire comme ça dans la précipitation, je pense que ce n'est pas du tout responsable. Et la session parlementaire de mars venait de se clôturer. La grande attente que nous pouvions avoir, c'est la production d'une loi électorale révisée. Et l'Assemblée nationale a tenu compte des différentes réformes apportées. Pensez-vous que la nouvelle loi électorale qui sera promulguée dans les jours à venir fera l'unanimité des Congolais? Est-ce que ça répond vraiment aux attentes des Congolais telles qu'énoncées par les géniteurs de ces réformes? Non, mais déjà, avant même la promulgation, cela ne fait pas l'unanimité. Parce que déjà, les géniteurs, comme vous le dites si bien, nous savons que ça a été proposé par le G13. Mais les G13 ne se reconnaissent plus. Le G13 se disent être... ils ne savent, du dossier. Oui, ils ne savent plus quoi dire de la loi, parce que le bureau et la commission PAJ a presque tout changé. Et donc, déjà là, si les géniteurs contestent la loi, mais ça pose déjà problème. Mais en tant que président de Regelco, quel message pouvez lancer? Nous avons toujours été pour un consensus par rapport au processus électoral, dès les débuts. Au moment où le dossier ont traité les candidatures de membres du bureau au sein des confessions religieuses. Oui. On appelait toujours au consensus. On voulait assez qu'on puisse faire des choses qui aient après la paix, hein, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections déjà avec des contestations, parce que l'Église catholique, c'est vrai qu'après l'Église a évolué, l'Église protestante, mais il y a le FCC qui est de l'opposition, les blocs patriotiques, les CID qui continuent à contester. Et on a demandé à ce qu'on puisse trouver un consensus, les amis de la majorité et de l'opposition, pour qu'on ait des élections apaisées. Mais malheureusement, au niveau de
des confessions religieuses. Il y a eu ce qu'il y a eu. On a amené le dossier au niveau de l'Assemblée nationale et la commission PAJ, à l'époque dirigée par l'actuel premier vice-président de l'Assemblée nationale, a fait ce qu'il a... Le professeur André Mbada. Oui, il a fait ce qu'il a pu faire. Il a taillé sur mesure. Oui, il a fait ça en faveur de l'union sacrée et nous le savons tous parce que tout ce qui s'est fait maintenant, tout ce qui a été fait, c'est pour favoriser l'union sacrée, pour favoriser le candidat de l'union sacrée au niveau de la présidence, de présidentielle et même au niveau des législatives. Nous le savons, tout a été fait pour favoriser l'union sacrée. Et voilà, cela n'engage que le président de Regelco, M. Evariste Boima, que je reçois. Vous êtes jeune, vous êtes de la génération Wenge aussi. Il y a le clan Wenge qui produit un concert le 30 juin et cela fait des tollés. Il y a les ménomanes qui disent qu'il y a une situation précaire à l'Est. Est-ce que ce concert doit avoir lieu? Mais il y a Werrason qui dit le concert aura bel et bien lieu, mais on va aussi prendre une partie de recettes pour soutenir le FRDC. Votre réaction en tant que jeune et de la génération Wenge? Bon, concernant le concert, bon, mon avis est un peu partagé, parce que bon, je pense que nous sommes dans une situation de conflit. Rapidement, parce que nous clôturons l'émission. Oui, nous sommes vraiment en guerre et je pense qu'on pouvait peut-être ramener ça à plus tard, hein, pour ne pas frustrer d'autres Congolais. Parce que ça devait être un événement pour rassembler, pour mettre ensemble le Congolais, mais il y a d'autres qui ne sont pas pour, parce que la situation de l'Est devait être notre priorité. Merci. La situation de l'Est devait être notre priorité. Passez un message en 30 secondes. Regardez la caméra. Dites un message aux Congolais. 30 secondes pour conclure. Oui. Notre message est simple. Nous devons soutenir nos militaires. C'est le seul message que nous avons maintenant en tant que Regelco. La population doit soutenir, nous devons être déterminés à soutenir nos militaires qui sont au front, de toutes les façons, de toutes les manières. Soutenons nos militaires et nous ne devons pas baisser les bras. D'une manière ou d'une autre, luttons pour chasser les agresseurs hors de nos territoires nationaux. Merci. Je recevais sur ce plateau M. Evariste Boima, qui est le président de Regelco. Avec lui, nous avons échangé sur les différentes questions liées à la sécurité dans la partie Est de la République. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous suivent, notamment à M. Hugo Munga, le banquier, Banque Centrale. Nous te disons bon séjour à Kinshasa, mais aussi à M. Joe Moma, le pétrolier de l'OGFREM, à Sifa Zawadi, la soif de servir, sans oublier Sabin Kabeya, Machi Amoumenu. Oui, M. Boima. Oui, je voulais saluer il me suit beaucoup, maître Chitembo Mouleng, Clément. Je le salue là où il est, je sais qu'il est en train de me suivre. Merci beaucoup et grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je pense au Jumombala et sans oublier Richard Vuidi. En tout cas, le plaisir est pour nous parce que vous avez suivi et grâce au son bien arrangé par ingénieur Jonas Minga. Quant à moi, je vous retrouve le mardi prochain dans cette émission d'Ir de Grand Débat. Mais je vous annonce que nous allons faire une émission spéciale pour le 30 juin. Vous qui aimez dire un mot par rapport à nos 62 ans d'âge, vous pouvez glisser un mot, contactez-nous à travers notre chaîne. Nous allons toujours faire un condensé de vos pensées par rapport à nos 62 ans. Bon, sur le programme, c'est la Perse TV. Nous vous retrouvons très prochainement. Merci.